Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Rôle et caractéristiques de l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel est généralement dispensé par deux catégories de personnes. Les professionnels de la santé. Ils se doivent d'appliquer les directives de leur ministère de tutelle. Leur attitude est le reflet de ce qu'ils ont appris au cours de leur formation ou ultérieurement, ainsi que de leurs convictions personnelles. Les professionnels du spirituel. Ici, c'est la croyance qui conditionne la manière d'agir. Pour respecter ce découpage, le rôle et les caractéristiques de l'accompagnement spirituel seront donc décrits au cours de deux chapitres distincts. Le premier précisera la position adoptée par la médecine en général. Le second sera consacré au point de vue des représentants des diverses religions. Chapitre 1. La position de la médecine. La position adoptée par la médecine vis-à-vis de l'accompagnement spirituel découle directement de la manière dont celle-ci envisage la maladie. En effet, il existe plusieurs façons d'expliquer et de soigner les différentes affections auxquelles les humains doivent faire face. Ainsi, certaines médecines n'attribuent aux pathologies que des causes purement rationnelles, virus, microbes, vieillissement des cellules, carences alimentaires, quand d'autres admettent qu'elles peuvent aussi être la conséquence de problèmes d'ordre psychologique, maladies psychosomatiques, ou spirituelles, maladies provoquées par un péché, une agression de forces occultes. À chaque conception vont donc correspondre des types de traitements particuliers. Parfois, il ne sera pas question d'un quelconque soin spirituel, parfois celui-ci constituera l'essentiel de la thérapeutique. En fait, l'approche que la médecine a de la maladie dépend du niveau des connaissances scientifiques de l'humanité à une époque donnée, et également de la vision globale que celle-ci porte sur le monde. Dans un premier temps sera donc effectué un rapide historique de la médecine, l'accent étant mis sur l'opposition médecine ancienne, médecine moderne. Puis sera décrite de manière plus approfondie la place de la spiritualité dans le monde de la santé aujourd'hui. Rapide historique de la médecine. Les médecines traditionnelles. Les médecines traditionnelles se distinguent de la médecine moderne par différents aspects. Chaque civilisation possède en effet son propre système de croyances et explique la maladie d'une manière qui lui est tout à fait spécifique. Les deux exemples suivants illustrent bien cette constatation. La Mésopotamie. À Babylone, la maladie est essentiellement considérée comme la conséquence d'une désobéissance aux dieux, d'une transgression de l'ordre religieux. Elle est donc une sanction et l'homme malade est un pécheur. Avant de prescrire une thérapeutique, le praticien est par conséquent amené à effectuer une recherche minutieuse dans la vie de son patient afin de déterminer avec lui là où les fautes commises. L'Égypte. La maladie est ici provoquée par une agression de forces occultes, sans rapport aucun avec la conduite du malade et le respect qu'il a eu ou n'a pas eu de l'ordre moral et rituel. Les puissances mauvaises agissent d'ailleurs parfois à la demande de proches. Quant au traitement, il va consister en une série de pratiques magiques. Tout d'abord, il faut savoir que les médecines primitives ne sont pas toujours aussi limitées dans leur raisonnement et leurs possibilités que ce que d'aucuns imaginent. Certaines d'entre elles étaient même très élaborées dans des domaines où la médecine moderne a encore beaucoup de choses à apprendre. La notion psychosomatique, par exemple, n'était pas inconnue des Égyptiens. Ils avaient d'ailleurs compris qu'en la matière, il est particulièrement important de savoir écouter. Ils employaient également des techniques d'hypnose et de suggestion, connaissaient les vertus du sommeil et du rêve. Une autre caractéristique des médecines traditionnelles est d'avoir une approche globale des malades. Celle-ci ne se borne pas en effet, comme le feraient nos contemporains, à soigner un organe à l'intérieur du corps, mais elles prennent en compte le malade dans son être entier. Parallèlement, ces médecines ont également une conception de la santé beaucoup plus large que celle qui prévaut actuellement. Par exemple, pour elles, même la malchance est une maladie. Autre spécificité, la plupart du temps, les médecines anciennes font appel au rationnel comme au spirituel pour expliquer les différentes pathologies auxquelles elles sont confrontées et pour soigner les malades, alors que la médecine moderne a tendance à occulter tout ce qui est irrationnel. Ainsi, si ces médecines savent que le froid, le vent,
le manque de nourriture ou d'eau peuvent être néfastes à la santé. Elles admettent aussi que la maladie puisse être la résultante d'une transgression de l'ordre moral ou du non-respect d'un rituel et donc d'une faute commise par le patient. De la même manière, si elles sont capables de diagnostiquer un problème d'ordre congénital, elles considèrent généralement aussi que la maladie peut être due à un dérèglement ou à une rupture survenue dans les relations que le malade entretient avec les vivants, les morts, l'univers. En ce qui concerne les thérapeutiques, la plupart du temps, le praticien traditionnel qui prescrit une tisane, une potion ou encore l'application d'un produit, va également prononcer une incantation ou remettre une amulette à son patient. D'une manière générale, les différents procédés magiques auxquels le thérapeute primitif a recours lui permettent de s'adresser à l'invisible, aux divinités, aux divers réseaux de relations dans lesquels le patient est plongé. En fait, il ne se borne pas à traiter un individu. Son objectif est la réintégration du malade dans un certain ordre social et universel. Ce dernier a en effet été rompu du fait de la faute commise par le patient. Il convient donc de rétablir, autant qu'il est possible, l'harmonie qui prévalait avant cet incident. Au bout du compte, le praticien soigne aussi la société, le monde, le cosmos. La médecine moderne. La médecine moderne se veut essentiellement rationnelle. Elle soigne le corps, parfois le mental, mais fait peu de cas de l'être spirituel qui constitue chaque personne. La naissance de la médecine moderne. Les premiers à aborder la maladie de manière réellement rationnelle ont été les Grecs. Hippocrate, 460 à 377 avant JC, est ainsi l'initiateur de l'observation clinique. Cependant, vouloir se baser essentiellement sur le concret et le raisonnement ne l'empêche pas de faire découler son explication des pathologies d'une théorie globale d'interprétation du monde, et donc de se référer dans une certaine mesure aux préceptes d'un véritable système de croyance. Hippocrate pense que tout être vivant, comme d'ailleurs toute chose sur cette terre, est issu de 4 éléments fondamentaux: la terre, l'air, l'eau et le feu. Quant à sa physiologie, elle s'appuie sur la théorie des humeurs, les 4 humeurs du corps humain étant le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. C'est le défaut ou l'excès de l'une d'elles qui provoque la maladie. La santé résulte de leur équilibre. Plus tard, Claude Gallien, 131 à 201 après JC, marque lui aussi la médecine de son influence. II se montre encore plus rationnel que son prédécesseur et fait de nombreuses dissections d'animaux, ce qui lui permet de réaliser d'importantes découvertes, notamment sur le système nerveux et le cœur. Comme Hippocrate, il se fonde sur la théorie des humeurs pour expliquer la maladie. Pour lui, celle-ci est le résultat d'un ensemble de dérèglements de la machine corporelle, ces dysfonctionnements ayant des aboutissements analogues, quelle que soit la personne atteinte. Ces théories servent de référence jusqu'au XVIIe siècle. La médecine arabo-musulmane. Phase de jonction avec la tradition médicale ancienne. La ville perse de Djundi Shapur est importante dans l'histoire de la médecine arabo-musulmane. C'est dans cette ville qu'affluèrent philosophes, hommes de science et médecins du monde savant gréco-latin du IIe siècle après JC, invités ou accueillis par les empereurs sassanides de Perse. Au Ve siècle, le mouvement s'intensifia en raison de l'intolérance des Byzantins qui, après le concile d'Éphèse de 431 condamnant Nestorius, persécutèrent et chassèrent les moines et savants nestoriens, particulièrement ceux des écoles d'Édesse, de Nassibine, Nisbi en Syrie et aussi d'Alexandrie. Ces nestoriens avaient traduit en syriaque les textes grecs notamment médicaux. Grâce à l'accueil et au refuge qu'ils trouvèrent en Perse, l'école de Djundi Shapur et de Rouba devint un remarquable foyer de spéculation philosophique, de connaissances scientifiques, tout particulièrement dans le domaine médical. D'autres savants venus de Grèce, d'Inde, de Syrie et d'Égypte apportèrent leur génie pour faire le renom de cette cité nommée plus tard Civitas Hippocratica. On y enseignait le péripatétisme des agoras d'Athènes ou d'Éphèse. C'est surtout avec Théodore que la médecine allait s'installer durablement à Djundi Shapur. Au 8e siècle, le grand hôpital de Djundi Shapur était déjà célèbre. Des historiens musulmans comme Ibn al-Kifti et Ibn Abi Asaïbia indiquent que les tout premiers médecins musulmans comme Al-Barit ibn Kilda allèrent s'y former. Dès le califat omeyyade, avant 749, un hôpital fut construit à Damas et des médecins, comme Yahya ben Yazid ben Abdelmalek, s'y formèrent. Après la chute des Omeyyades en 750,
le califat abbasside installe sa capitale à Bagdad en 762. Le calife Harun al-Rachid y construit son premier hôpital autour de l'an 800. Son fils al-Mamu, calife éclairé, fonde en 827 la maison de la sagesse Beit al-Hikma qui réunit savants, médecins et philosophes, augurant un grand courant de connaissances et de pensée. Ère des traducteurs. En 765, le calife al-Mansur invite le médecin perse Gurji ibn Bakht, du grand hôpital Bismaristan, à venir s'installer à Bagdad. Depuis cette date et durant près de 6 siècles, les Bakhchiches allaient s'illustrer comme les premiers grands médecins de langue arabe et instaurer la première tradition de médecine arabe. Un autre maître venu également de Jundi Shapur, le grand Yuyana ibn Masawib, allait contribuer à cet essor médical et inaugurer l'ère des traducteurs des 8e et 9e siècles. Son œuvre majeure, recueil des sentences médicales, en Nawadir at-Tibiyya, resta une référence en matière d'enseignement médical durant des siècles. Des descriptions nosographiques, la sémiologie, la thérapeutique et surtout une pédagogie médicale et une formation du médecin caractérisent cette œuvre très célèbre. Son élève et disciple Hunayan ibn Ishaq, né en 808 à Hira, Bas-Euphrate, d'une famille chrétienne, est plus connu des Latins sous le nom de Joannitus. C'est grâce à ce médecin que les Arabes connurent la traduction des premiers textes d'Hippocrate. On lui doit aussi la première proclamation arabe officielle du serment d'Hippocrate. Le calife lui ayant demandé la préparation d'un poison destiné à un ennemi, Hunayan refusa. Il fut aussitôt jeté en prison. Emprisonné, il fit connaître le premier serment arabe d'éthique médicale. « Ma science ne porte, écrit-il, que sur les substances bénéfiques, je n'en ai pas étudié d'autres. 2 choses m'ont retenu de préparer le poison mortel, ma religion et ma profession. La première m'enseignera que nous devons faire du bien même à nos ennemis et à plus forte raison à nos amis. Quant à ma profession, elle a été instituée pour le plus grand bénéfice de l'humanité, dans le but exclusif de guérir et de soulager. En outre, comme tous les médecins, j'ai juré de ne donner à personne aucune substance mortelle. » Parmi ses œuvres, nous citons son Kitab al-Mazei al-Fitib, livre des questions sur la médecine, qui est considéré comme une des sources de la médecine médiévale, de nombreuses traductions en syriaque et puis en arabe, des œuvres grecques d'Hippocrate, aphorismes, pronostics et des 16 livres de Galien. Cette grande période des traducteurs est également illustrée par Yahya an-Nawawi, Jean le Grammairien, Ibn Ubesh, Issa ibn Yahya, élève de Hunayn et Ishaq ibn Hunayn, fils du précédent. Les grandes figures de la médecine. Nous nous limiterons à l'évocation des grandes figures de la médecine arabe, dont le rayonnement médical scientifique appartient au patrimoine de l'humanité. Ali ibn Rabban at-Tabari est l'une de ces figures. Né en 780 à Mardoublevé dans le Tabaristan en Perse et mort en 877. Chrétien d'origine et converti à l'islam, il exerça sa médecine à Bagdad sous les califats d'Al-Musatim et d'Al-Mutawakil. Son Firdaus al-Hikma, Paradis de la sagesse, est un traité célèbre d'anatomie accompagné d'une section de pathologie générale, d'obstétrique, d'uroscopie et de toxicologie. Des discussions de la saignée, du pouls et une somme dermatologique font de cet ouvrage la plus précoce des œuvres originales de la médecine arabo-musulmane. At-Tabari est aussi connu pour sa tentative d'une synthèse des connaissances grecques, persanes et indiennes de l'époque. Vient ensuite Abou Bakr Mohamed ibn Zakaria ar-Razi, connu des Latins sous le nom de Rhazès. On le surnomme le Galien des Arabes. Il est né en 865 dans la ville de Ray et y meurt en 926. Il est considéré comme l'un des plus illustres médecins musulmans. Il fut nommé médecin-chef de l'hôpital de Ray en Perse puis du grand hôpital Bismaristan de Bagdad. Selon l'historien Al-Biruni, il rédigea plus de 84 traités médicaux et des dizaines d'opuscules. Son traité de la rougeole et de la variole, maintes fois traduit et retraduit, resta longtemps une référence en matière d'épidémiologie et de connaissances en infectiologie. Son traité de la pierre ou des lithiases vésicales et rénales fut traduit à l'Aïd, ainsi que ses autres traités comme le Muluki, le Royal, le Hawi ou Continin, le Compendium, le Jami Liber et Mansris ou Ad Mansorem, Kitab Atib al-Mansouri, ont été tous traduits en Europe en 1489, 1512, etc. Le Continin, Kitab al-Hawi,
est une œuvre hérissée de difficultés et dont la masse a effrayé les copistes. Le nombre de livres qu'il contient varie selon les sources. Le fibriste lui en attribue 12, la traduction latine 25. Il faut cependant savoir que c'est une œuvre posthume sans doute enrichie par les élèves d'Ar-Razi d'après ses notes inachevées, ses observations personnelles, des diagnostics originaux des fièvres palustres, des néphrites, des lithiases, des piélites. On y trouve aussi des indications thérapeutiques et des éléments de pronostic établis avec sûreté, et un don d'observation d'une grande précision. Ar-Razi fut le promoteur d'un véritable enseignement permanent de la médecine, soulignant l'importance de l'environnement, et l'organisateur de la première structuration hospitalière à Bagdad y incluant des élèves, des assistants, des consultations externes et aussi des soins à domicile, une aide médicale aux nécessiteux. Médecin novateur, il introduisit la méthode clinique dans l'art médical par le soin qu'il prenait dans l'interrogatoire minutieux des malades, l'importance qu'il attachait à la symptomatologie, les déductions diagnostiques et thérapeutiques qui en découlaient. Très critique des anciens, il œuvra pour l'avenir de la médecine. Aujourd'hui on mesure encore mal son importance, la destruction de la bibliothèque de Bagdad par les Mongols en 1258 ayant causé des pertes irréparables. Ali Abbas ou Ali ibn al-Abbas al-Majoussi est le troisième personnage de la tétralogie des grands médecins arabes d'origine persane. Sa grande œuvre, Kitab el-Malaki, fut dédiée au roi Abdou-Dedax, le célèbre émir bouite du Xe siècle. Son Kitab al-Kamil fi-Tib complète le Malaki, livre royal. C'est un ouvrage d'une grande popularité et un thésaurus contenant de plus une riche sémiologie, fièvre, dyspnée, expectoration, palpitations, etc., de nombreuses références hippocratiques, ainsi qu'une critique de Galien, de Paul d'Égine, d'Oribase et aussi de Hunayan ibn Ishaq, Joannicius, à qui il reproche une méthodologie inadaptée et des ignorances anatomiques. Il est un des premiers médecins, avant Avicenne, à faire référence à la psychopathologie et à la démence. Cet ouvrage est considéré comme une somme de la médecine de son temps et ne fut supplanté par la suite que par le Canon d'Avicenne. Il figura très longtemps au programme des écoles de médecine en Europe, sous le nom de Constantin. Abdullah ibn Sina, connu des Latins sous le nom d'Avicenne, est le dernier et le plus célèbre de notre tétralogie. Né en 890 à Boukhara, toute sa vie se déroule en Perse entre Ray, Ispahan et Boukhara. À 18 ans, sa réputation de médecin est telle qu'il fut appelé à soigner le prince royal Ibn al-Mansour et eut accès à la bibliothèque du palais. À 21 ans, il perd son père. Soignant l'émir avec dévouement, il fut nommé grand vizir. Il introduisit pour la première fois comme méthode, la connaissance psychologique des malades, et ses aptitudes devinrent remarquables dans la plupart des domaines médicaux, y compris la psychiatrie, domaine où il excelle. Son œuvre colossale est universelle. Après une vie très bien remplie, il meurt à l'âge de 58 ans, assez jeune même pour son époque. Son ouvrage le plus célèbre est le Canut fi-Tib, Canon de la médecine. Traduit en latin par Gérard de Crémone au XII siècle, il devint une référence en matière médicale médiévale. Il comprend plusieurs traités de pathologie, pharmacologie, thérapeutique, anatomie, sémiologie et galénique. Ses autres traités, le Mandouma, Cantica, précis de médecine écrit en vers, le Kitab ar-Shifa, livre de la guérison des âmes, une immense encyclopédie dont le contenu philosophique n'est pas éloigné de l'Organon d'Aristote. Les écoles de médecine. Tous les grands médecins arabes ne pouvant être cités dans ce travail, nous indiquerons seulement quelques-unes des écoles de médecine arabe ou de langue arabe. Nous avons vu l'école d'Ispahan avec Avicenne, XIe siècle. L'école de Shiraz avec Ibn Abbas al-Majoussi, Xe siècle. Il existe aussi 3 écoles contemporaines de l'école de Bagdad. L'école de Damas avec al-Baghdadi et Ibn al-Mutan. L'école du Caire illustrée par Ibn Nafi, XIe siècle, et l'historien de la médecine Ibn Abi Uzebia, XIIIe siècle. L'école de Kairouan, avec le célèbre Lshaq Ibn Imran, XIIIe siècle, connu par son traité de la mélancolie. Enfin, dans l'Espagne omeyyade, à partir de 738, les califes Abderrahmane III et Al-Montassé accordèrent aux savants, écrivains, médecins, artistes et philosophes une grande place dans la civilisation andalouse. Les écoles de Cordoue, de Tolède, Séville et de Saragosse connurent de grands médecins tels
Abul Qasim Az-Zahraoui, 936-1016, le fameux Abul Qasis. Il est l'auteur d'une encyclopédie illustrée, le Tafsir en 30 volumes. Ses inventions en instruments chirurgicaux restent tout à fait remarquables dans les domaines de l'orthopédie, du traitement des lithiases et de la chirurgie générale, obstétricale et urinaire. Il serait, pense-t-on, l'inventeur de la ligature des vaisseaux. Ibn Zour, Avanzoar, 1091 à 1162, qui fut le précurseur de la médecine expérimentale. Découvreur du traitement de la gale, d'autres dermatoses et d'une riche pharmacopée arabe. Il est aussi l'auteur d'un traité d'enseignement de la médecine, de thérapeutique et de diététique. Ibn Rushd, Averroès, originaire de Cordoue, mort en 1198, célèbre par ses commentaires sur Aristote. Il décrivit la fonction rétinienne et analysa les glaucomes. Ibn Pacha ou Ibn Baja d'Yaven-Peis, né en 1138 à Saragosse, encyclopédiste de renom et auteur de nombreux traités et commentaires sur l'anatomie de Galien, la pharmacologie, la thérapeutique, le mental. Le médecin juif Maïmonide, Moussa ibn Maïmoun, né en 1135. Ses traités de médecine écrits en arabe furent traduits en hébreu et en latin. Avec Averroès, son influence fut grande sur Montpellier où une école de médecine célèbre reste jusqu'à nos jours porteuse de cet héritage arabe médical. Il est l'auteur du serment qui porte son nom, et qui garde une grande actualité sur le plan éthique et déontologique. En conclusion, quelle fut la place de la médecine arabo-musulmane dans l'Europe médiévale ? À Louvain, un règlement datant de 1617 indique que Rhazès, Ar-Razi et Avicenne, Ibn Sina étaient au programme de l'enseignement médical. Durant 6 siècles, Favre d'Avicenne fut la base des études médicales en Europe. C'est grâce aux nombreux traducteurs latins comme Gerbert, Ferranus, Gérard de Crémone, spécialiste d'Avicenne, Ermengarde, médecin à Montpellier, Hermann l'Allemand, les Gundi Salvi, Arnaud de Villeneuve, que les textes arabes font leur entrée dans les universités du XIIIe siècle comme Paris, Bologne, Naples et sans doute Oxford. La faculté de Montpellier, par sa position particulière, eut accès aux sources de la connaissance médicale arabe et développa l'importance particulière qu'on lui connaît. Enfin, la fameuse école médicale de Salerne européanisée au XIe siècle par la conquête normande était arabe par sa langue et son enseignement. On y pratiquait la dissection anatomique. Depuis Abul Qasis, Abou Qasim, la lithotritie, l'opération de la cataracte et la création de nouveaux instruments et leur description figurée, la chirurgie méthodique, firent leur entrée en Europe. Depuis, la méthode expérimentale, basée sur l'observation et l'analyse que l'Europe a héritée des Arabes, a fait considérablement évoluer la médecine et les autres sciences d'ailleurs. Ernest Renan ne dit-il pas : efface les Arabes de l'histoire et la Renaissance sera retardée de plusieurs siècles en Europe. Albert le Grand doit tout à Avicenne comme médecin, et saint Thomas comme philosophe doit tout à Averroès et aux Mutazilites. Un tournant décisif. Pendant tout le Moyen Âge en Occident, le corps est considéré comme s'insérant dans un réseau de correspondance cosmique, et la guérison passe par le rétablissement d'un équilibre dans les échanges avec la création. Comme par ailleurs l'homme croit également aux miracles, prières d'intercession et autres pratiques religieuses viennent généralement compléter les traitements médicaux. Le spirituel ne se transforme cependant pas pour autant en une véritable thérapeutique. Il coexiste simplement avec les procédés rationnels de la médecine. Dans la période des siècles des Lumières, le système de croyance change. Le corps est désormais considéré comme une entité autonome, qu'il va être possible de soigner de façon purement matérielle. Avec les progrès de la chimie et de la physique, l'usage généralisé du microscope et l'introduction de la technique de l'expérimentation, la médecine devient une science. Des savants comme Louis Pasteur mettent en évidence l'existence des micro-organismes et élaborent des traitements anti-infectieux qui s'avèrent réellement efficaces. La preuve est ainsi faite que les maladies ont bel et bien une cause physique. Dès lors, on ne se borne plus qu'à soigner le corps et souvent l'organe à l'intérieur du corps. La médecine devient très réductrice. La médecine contemporaine. De nos jours, la médecine essaie d'avoir une approche plus globale de la maladie et du malade. Elle prend ainsi désormais en compte des données telles que le stress, les émotions, le mode de vie, l'environnement familial, social, le travail de l'individu. D'une manière générale,
elle tente à réunir le corps et la psyché. Dans des cas plus rares, il lui arrive même de prendre en considération la spiritualité des patients. En fait, c'est par la psychologie que s'est réalisée l'ouverture sur le spirituel. Dans la pratique, cette volonté de dépasser les seules causes matérielles des pathologies s'est traduite de différentes manières. L'approche de la psychologie médicale. La psychologie médicale est une pratique qui s'est développée dans les années 60 et qui n'est utilisée que par une catégorie de médecins. Elle consiste à prendre en compte un certain nombre d'éléments d'ordre psychologique, en plus des données médicales habituelles. Le praticien s'intéresse notamment à la personnalité du malade et à son attitude face à la maladie. La psychologie médicale trouve toute sa dimension dans la pratique, et en particulier justement dans la relation médecin-malade. L'approche psychosomatique. La thérapie médecine psychosomatique est une médecine qui étudie et soigne les troubles organiques et fonctionnels occasionnés, favorisés ou aggravés par des facteurs psychiques, émotionnels et affectifs. Il s'agit donc d'une médecine qui se réfère non seulement à des sciences exactes telles que la physiologie ou la pathologie, mais également à des sciences humaines, particulièrement à la psychologie et à la sociologie, pour l'établissement des diagnostics comme pour la détermination des traitements. Francis Martz, dans sa thèse « L'aumônerie d'hôpital », pense qu'il serait dommage de faire de la thérapeutique psychosomatique une nouvelle spécialité de la médecine. Quant aux promoteurs de la revue de psychosomatique, ils estiment quant à eux qu'il ne faut pas en restreindre le domaine d'application à quelques maladies spécifiques. La démarche psychosomatique serait en effet valable quelle que soit la pathologie traitée. L'approche par la métapsychologie et le spirituel dans le traitement des cancéreux. Les relations psyché-cancer sont encore très mal connues de la médecine contemporaine, et rien de très clair n'est jamais sorti des quelques études statistiques menées sur le sujet. Un certain nombre de constatations a malgré tout pu être effectuées. La médecine actuelle admet ainsi, par exemple, que des troubles psychologiques puissent jouer un rôle dans le déclenchement du cancer en raison des modifications du comportement qu'ils sont susceptibles d'entraîner, consommation de tabac, d'alcool. Il est également généralement reconnu que le stress affaiblit les défenses immunitaires de l'organisme. Parmi les nombreux médecins et psychologues qui se sont penchés sur la question de l'influence du psychisme sur des maladies telles que le cancer, se trouvent Bernie Siegel et Carrie Simonton. Le premier est médecin et chirurgien américain. De son observation des malades cancéreux, il a tiré deux conclusions principales. Selon lui, celles-ci valent d'ailleurs quel que soit le type de pathologie. Pour avoir de meilleures chances de guérison, il est important que les patients demeurent combatifs dans la maladie. Le médecin doit donc tout mettre en œuvre pour amener ceux-ci à devenir les auteurs de leur rétablissement. Pour ce faire, Bernie Siegel a une technique particulière qui consiste à faire participer ces malades à des groupes d'expression, leur permettant ainsi de rompre avec le stress et d'exprimer leur colère. C'est la résolution des conflits intérieurs qui, dans l'idéal, va enclencher le processus biochimique de guérison. L'amour de soi comme l'amour des autres, est un autre facteur important de guérison. Le docteur Carrie Simonton, quant à lui, a élaboré un modèle de soutien émotionnel. Celui-ci s'appuie sur trois grands principes que Francis Martz énonce ainsi. Nos émotions, nos croyances influent sur notre santé et il est possible de les modifier. La guérison est un phénomène global qui concerne les domaines physiques, mental et émotionnel. Les capacités innées de la personne à guérir peuvent être développées par des techniques spécifiques, notamment la visualisation. La méthode Simonton emploie également certaines des techniques de la psychothérapie cognito-comportementale, et son objectif est le traitement des croyances aussi bien religieuses que non religieuses. Toutes sortes de questions d'ordre existentiel sont donc abordées dans les ateliers auxquels participent les malades. Des thérapies aux limites du scientifique. Toutes les techniques décrites dans ce paragraphe s'appuient sur des préceptes plus ou moins métaphysiques, des postulats non démontrés scientifiquement. Elles se situent de ce fait nettement en marge de la médecine classique. Celle-ci d'ailleurs se refuse généralement à les reconnaître d'une quelconque manière, en les jugeant totalement farfelues voire dangereuses. Ces thérapies sont nombreuses, mais on peut citer la naturopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et le toucher thérapeutique.
La naturopathie. Cette méthode ne se contente pas d'émettre quelques conseils de diététique et d'hygiène de vie. Elle constitue en fait une philosophie finaliste selon laquelle tout être vivant et donc tout organisme possède un pouvoir d'auto-guérison, une force directrice qui lui confère une large immunité naturelle. L'ostéopathie et la chiropraxie. Ces deux médecines se fondent sur l'existence en chaque individu d'une force vitale non réductible à la matière, et d'ordre transpersonnel. Celle-ci existe en effet déjà avant même la conception et subsiste après la mort. C'est le déséquilibre de cette énergie à l'intérieur du corps humain qui provoque la maladie. Toute pathologie est donc de type fonctionnel. Le toucher thérapeutique. Cette méthode a été mise au point par une infirmière américaine nommée Dolores Krieger. Elle fait appel au prana. Il s'agit selon l'expression de F. Martz d'une énergie universelle qui sous-tend tout le processus de la vie, et s'appuie sur une conception particulière du monde, de l'homme, de la santé. Le toucher thérapeutique est donc plus qu'une simple technique de soin. Pour résumer la situation actuelle, on peut dire que l'importance de la relation médecin-malade n'est désormais plus niée, bien que tous les médecins ne cherchent pas à avoir de bons contacts avec leurs patients. L'existence de maladies psychosomatiques ne fait plus de doute. Dans ces traitements, la médecine n'hésite plus à faire appel à la psychologie. À ce niveau, il faut malgré tout émettre deux réserves. Si la psyché est généralement prise en compte dans les maladies fonctionnelles, elle est le plus souvent totalement ignorée dans les pathologies organiques. Le recours à la psychologie constitue rarement l'essentiel de la thérapeutique. La médecine s'intéresse désormais à la spiritualité des malades, sans toutefois lui accorder toute l'importance qu'elle mérite. Pour elle, celle-ci ne constitue qu'une donnée supplémentaire lui permettant d'agir sur l'attitude générale des patients, leur désir de vivre, leur capacité à combattre la maladie. Elle ne la prend pas en compte dans toute sa dimension et toutes ses possibilités. Il nous faut donc déterminer jusqu'à quel point la médecine d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.